Dans cette vidéo, je vais te présenter un accessoire vintage qui te permet de maîtriser l'exposition. Alors, j'avais déjà commencé une série de vidéos où je te parlais de la maîtrise de l'exposition. Tu trouveras le lien vers cette série de vidéos ici, ou alors en dessous en description. Le but de cette série de vidéos, c'était de voir les fonctions sur ton boîtier qui te permet de communiquer avec lui. Mais l'exposition, fondamentalement, c'est apprendre à travailler avec la lumière. Comme je le dis à chacune de mes vidéos pratiquement, la photographie, c'est l'art d'écrire avec la lumière. Mais pour écrire avec la lumière, encore faut-il comprendre la lumière dont on dispose au préalable, parce que ça va être notre matière première. Donc, une fois que on a compris ça, il va s'agir de communiquer avec le boîtier. C'était l'objet de cette première série de vidéos. Donc, alors je t'avais parlé des modes de mesure, c'est-à-dire de la façon de définir une zone qui permet au boîtier d'analyser la lumière dont il dispose, de verrouiller cette mesure d'exposition, d'apprendre à travailler avec une charte de gris, d'apprendre à travailler avec la fonction compensation d'exposition. Là, je vais te parler plus spécifiquement sur la manière de voir et de comprendre la lumière. L'acte de photographier va consister, pour un photographe, d'exprimer son interprétation. Parce qu'effectivement, si par exemple tu étais à côté de moi avec, admettons, un trépied, un boîtier, que ce soit réflexe ou mirrorless ou même compact expert, qu'importe, à partir de cette scène, donc ce paysage qui représente, enfin c'est le paysage de Cézanne, hein, bien sûr tu pourrais avoir une interprétation différente de la mienne. De la même mesure, lorsque l'on écrit, on dispose tous d'un vocabulaire minime, on a tous un vocabulaire en commun, mais pour autant, si on doit, par exemple, si on devrait justement décrire avec des mots ce paysage, certainement qu'on utiliserait des mots différents. Et on porterait l'accent sur des éléments différents du paysage. Eh bien, la photo, c'est pareil. Mais encore une fois, au préalable, il faut être en mesure d'apprécier la lumière dont on dispose. Alors j'insiste beaucoup là-dessus parce que dès qu'on parle d'exposition, souvent les ressources que tu vas trouver, c'est au sujet du triangle exposition. Alors évidemment, le triangle exposition, encore une fois, c'est important. Je ne vais surtout pas dire le contraire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà parler de triangle d'exposition, c'est déjà parler de quelque chose qui est plutôt en aval. C'est-à-dire, on est déjà dans l'interprétation. Mais pour moi, il faut surtout comprendre ce qui se passe en amont, c'est-à-dire apprécier la lumière dont on dispose pour avoir une réponse appropriée, c'est-à-dire choisir le bon triangle d'exposition. L'objet de cette vidéo, finalement, c'est ça. Je parle de choisir le bon triangle d'exposition, c'est-à-dire choisir le bon triangle d'exposition parmi un certain nombre de triangles d'exposition potentiels. Parce que par rapport à la lumière dont on dispose à l'instant T, que ce soit au lever du soleil, en milieu de journée ou en fin de journée, quelle que soit la quantité de lumière dont on dispose, quelle que soit la matière première dont on dispose, on peut avoir plusieurs interprétations. Justement, en jouant sur la valeur ISO, sur le temps de pause, sur la profondeur de champ. Mais tu vois, là, encore une fois, on est déjà dans l'interprétation. Ce qui est important, c'est de comprendre que parmi cette palette de triangles d'exposition, parmi cette série de triangles d'exposition basés sur la même quantité de lumière dont on dispose, eh bien, chacun de ces triangles d'exposition vont t'aider à exprimer des choses différentes. Alors bien sûr, écrire avec la lumière, fondamentalement, c'est jouer sur trois facteurs. Les trois facteurs, bien sûr, nous, la façon de jouer avec ces facteurs, ça va être de jouer encore une fois sur l'indice ISO, sur l'indice temps de pause et sur l'indice d'ouverture de diaphragme. Donc lorsque je veux jouer avec ce qu'on appelle l'ouverture de diaphragme, je veux jouer sur la zone de netteté, la profondeur, l'étendue de cette zone. C'est-à-dire ce qu'on appelle communément la profondeur de champ. Lorsque je veux une zone de netteté élevée, je veux une photo avec un grand pouvoir descriptif, puisque je veux beaucoup d'éléments nets, beaucoup d'éléments identifiables, donc j'ai besoin d'un maximum d'informations.
Donc je suis là à un haut degré descriptif. Donc ça peut être de la photo documentaire par exemple. Lorsqu'au contraire je veux une zone de netteté très restreinte, une profondeur de champ donc très restreinte, c'est que je veux concentrer l'attention du spectateur sur certains détails que moi j'ai sélectionnés. Et je veux, puisque les autres éléments du décor ne seront pas nets, je veux exclure ces autres détails. Donc là c'est quelque chose de très de très sélectif. Bon là bien sûr on pense beaucoup dans ces cas-là au portrait par exemple, c'est-à-dire qu'on veut concentrer l'attention sur la personne que l'on photographie. Et le décor en arrière-plan, ça sera flouté, donc ce sera plus une question d'ambiance. Lorsque je veux jouer sur le temps de pause, eh bien, je veux soit traduire un flou de bouger, c'est-à-dire un effet de mouvement, le temps qui passe, un objet, enfin une voiture par exemple en mouvement, ou à l'inverse, lorsque je sélectionne un temps de pause élevé, c'est-à-dire par exemple un 500e de seconde, eh bien je veux figer l'action, je veux ce qu'on appelle glacer l'action en photographie. Alors là justement, toujours photo sportive, je parlais de course de voiture, eh bien par exemple je veux figer l'action, je sais pas, lors d'un match de basket, c'est-à-dire le joueur qui marque le panier, je veux figer l'action. La valeur ISO, ça va me servir soit à jouer sur la granulité de l'image, donc c'est-à-dire je vais choisir une valeur ISO élevée, ou alors à l'inverse je veux une image très douce, très lisse, avec une grande richesse de couleurs, et là bien sûr je vais plutôt partir sur une valeur ISO basse, c'est-à-dire 100 ISO, 200 ISO. Alors on est aussi d'accord que la valeur ISO, c'est aussi un élément qui nous permet de nous adapter aux conditions de luminescence dont on dispose. Hein, si tu veux faire de la photo de nuit, et si tu n'as pas de trépied, évidemment tu vas devoir choisir une valeur ISO élevée. Enfin, à la base, voilà à quoi servent les trois pôles là, du triangle d'exposition, c'est à jouer sur ces vecteurs-là. Alors pourquoi je vais utiliser un accessoire vintage pour t'expliquer ça? Eh bien parce que à l'époque de l'argentique, à l'époque de l'analogique plutôt, si d'un côté leur appareil photo comment dirais-je, était moins user-friendly qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas un écran de contrôle qui leur permettait de tout de suite avoir le retour de la photo, enfin, surtout des réglages qu'ils avaient implémentés dans le boîtier, ils ne pouvaient pas se corriger immédiatement. Nous, tu peux faire des réglages au hasard, à la limite, tu déclenches et puis tu vois ce que ça donne et puis après tu corriges. À l'époque de l'argentique, c'était pas vraiment possible. Mais par contre, de cette contrainte, ils en ont fait une nécessité, c'est-à-dire que le fait de ne pas avoir de contrôle, d'écran de contrôle, eux, par contre, ils développaient une qualité qui est très précieuse et qui est, nous, beaucoup moins aiguisée aujourd'hui, qui est celle, en fait, de se visualiser mentalement la photo qu'ils voulaient réaliser. Alors, en se visualisant la photo qu'ils voulaient obtenir au final, bien sûr, ça leur permettait de dégager, parmi un certain nombre de réglages potentiels, de dégager la bonne solution, de dégager le bon triangle d'exposition. C'est-à-dire par rapport à l'image qu'ils se représentaient, ils savaient qu'il fallait qu'ils aient, s'ils se visualisaient une photo avec une grande zone de netteté, ça voulait dire qu'ils devaient fermer le diaphragme jusqu'à un certain niveau. S'ils voulaient figer la scène ou au contraire un flou de bouger, ils devaient donc ajuster le temps de pause en conséquence, etc. Bon, la valeur ISO, c'était un peu différent. Quoique, ils choisissaient la pellicule adaptée à leur intention. C'est-à-dire, au préalable, ils avaient une intention photographique. Ils savaient, bien en amont, encore, ils savaient qu'elle est... comment dire? Comment je vais te dire ça? Avant même de prendre le sac photo à la maison, ils savaient quelle allait être... J'arrive pas à parler français aujourd'hui, je sais pas ce que c'est. Donc je la refais. Avant même de prendre le sac photo à la maison, eh bien, ils savaient quel allait être l'objet de la séance photo. Et donc, ils choisissaient la pellicule avec la bonne sensibilité ISO, donc appropriée
à leur intention photographique. Donc ça, c'était en amont. Bon, parfois, effectivement, on pouvait, si tu veux, en cours de shooting, varier les pellicules. C'est-à-dire que, par exemple, tu prenais une pellicule de 200 ISO, et puis à un autre moment, tu estimais qu'une pellicule avec une sensibilité de 400 ISO était plus appropriée. Donc à ce moment-là, tu faisais une petite manip, et puis en gros tu changeais de pellicule pour avoir la bonne pellicule. Bon, enfin, c'était pas super pratique. C'était un peu ça nécessitait une certaine dextérité hein, au niveau de la manipulation des pellicules, du rembobinage, etc. Bon, bref. Donc voilà. Mais en tous les cas, ils aiguisaient cette capacité qui était de se visualiser très précisément la photo qu'ils voulaient obtenir. Et donc, à partir de ça, à partir de cet effort de conscientisation, encore une fois, eh bien, très facilement, ils dégageaient les réglages appropriés. Alors évidemment, ça voulait dire à l'époque qu'il fallait être un petit peu plus technique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font de l'excellente photo, j'allais dire un peu à l'instinct, freestyle, comme diraient certaines. Mais moi, ce qui m'intéresse, si tu veux, c'est pas du tout que je suis nostalgique de cette époque-là. C'est simplement pour te dire que cette capacité que l'on développait à l'époque peut être aujourd'hui clairement un avantage comparatif. C'est-à-dire que de cette capacité, de cette compétence à se visualiser profondément le résultat qu'on veut obtenir à la fin, eh bien sûr, ça va t'aider à être plus productif, plus efficace et à matérialiser avec plus de contrôle, avec plus de pouvoir, la photo que tu veux, que tu as besoin de réaliser. Alors donc, ce fameux outil, c'est en fait une cellule à main. Alors pourquoi une cellule à main? Parce que, encore une fois, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans nos appareils photo, il y a une cellule finalement. Pour les réflexes, la cellule, elle se situe un petit peu au niveau de l'œilleton, hein, à l'intérieur du boîtier, mais au niveau de l'œilleton. Hein. Pour les mirrorless, en fait, la mesure de lumière se fait sur le capteur même. Mais enfin, il y a un système de mesure intégré au boîtier et qui est évidemment très évolué, très perfectionné, très fiable. Alors, pourquoi utiliser une cellule à main? Eh bien, la cellule à main, l'avantage, c'est qu'en fait, à partir de la mesure de lumière que je vais effectuer, cette cellule à main va me donner justement une palette de triangles d'exposition. C'est-à-dire que très facilement, je vais pouvoir voir, suivant la lumière dont je dispose, 4, 5, 6 triangles d'exposition possibles. Et en les regardant, donc en visualisant le résultat de la mesure, eh bien tout de suite, je vais comprendre que par exemple, alors là, je vais te le faire vite fait, ça sera plus simple. En fait, c'est extrêmement simple. Je vais te faire voir après comment on utilise une cellule. Voilà, donc ma cellule a évalué la lumière disponible à 14 IL, 14 indices de lumination, ou EV, c'est-à-dire Exposure Value. Et donc, à partir de ça, ma cellule me dégage tout de suite une série de triangles d'exposition. Alors là, au préalable, ma cellule, je l'ai réglée à 400 ISO. Et donc, très facilement, je visualise le résultat. Donc, tu vois, ça donne ça. Donc, la palette, les triangles d'exposition, ils sont là. Bien sûr, à 400 ISO. Tu vois l'indice ici. Alors, à l'époque, on parlait de ASA. Et après, ça s'est normalisé. On a parlé de ISO. Mais en gros, ASA, ISO, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'est la même chose. Donc, tu vois, j'ai par exemple, au millième de seconde à f4, 500e de seconde 5,6, 250e de seconde f8, 125e de seconde f11, 60e de seconde f16, à peu près 30e de seconde f22. Donc ça, c'est ma palette de triangles d'exposition. Alors tu comprends bien que, par exemple, si je veux photographier un paysage, f4, ça risque d'être une profondeur de champ, c'est-à-dire une zone de netteté pas suffisamment étendue. Donc là, il faudrait facilement, en général pour du paysage, idéalement, de manière classique, il faut plutôt être à f8 ou f11. Donc là, à f8 ou à f11, eh bien, à 400 ISO, on me donne pour f8, 250e de seconde, pour f11, 125e de seconde. Donc tu vois, ça me permet très facilement de visualiser un petit peu ma photo. Et l'intérêt de cette cellule à main, c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, c'est que c'est très pédagogique. Encore une fois, pour un paysage, tu comprends tout de suite que F4, c'est pas suffisant. J'aurais pas suffisamment de zone de netteté.
Encore que dans certains cas, bien sûr, ça peut correspondre à ton intention photographique. Mais justement, c'est ça ce que je cherche à exprimer aujourd'hui, c'est que il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse. La réponse, c'est ton intention à toi. Est-ce que tu réussis à exprimer ton intention? Si toi, tu avais en tête la vision, la photo, enfin la visualisation d'une image où tu aurais une photo de paysage, mais avec une zone de netteté, une profondeur de champ assez restreinte, effectivement, faut pas que tu choisisses à ce moment-là une ouverture de diaphragme de f11 ou f16, tu vois. Inversement, si tu visualisais une image avec une grande zone de netteté qui s'étend sur plusieurs plans, bien sûr, faut pas te mettre à f4 à ce moment-là. Tu vois, c'est ça le but. L'autre avantage, surtout, d'une cellule à main, c'est que ça t'aide à comprendre une chose. Comme je te disais tout à l'heure, dès qu'on parle d'exposition, souvent tu vas entendre parler de triangle d'exposition. D'ailleurs, tu as vu, je t'en ai parlé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le triangle d'exposition que tu vas choisir est déterminé par la lumière dont tu disposes. Cette lumière, elle se quantifie. Elle se quantifie en IL ou en EV. EV pour les anglophones, IL, indice de lumination, donc pour les francophones. Donc c'est ce qui est exprimé ici, en rouge. C'est-à-dire là, je dispose de 14 indices de lumination. Ça, c'est la quantité de lumière qui parvient jusqu'à moi. Évidemment, si j'étais à donc 14 IL, ça correspond justement à, en fin de compte, de la lumière, en gros, j'arrive pas à parler aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Donc ça correspond à justement la journée, quoi, en fait. Hein. Par exemple, si tu fais de la photo, par exemple de nuit ou ce genre de choses, photo urbaine de nuit, c'est-à-dire avec l'éclairage urbain quand même, tu vas bien sûr disposer de beaucoup moins de lumière. Donc tu vas descendre par exemple, je sais pas, à 9 IL ou 8 IL, d'accord? Et tu vois qu'encore une fois, si je tourne ma roue, donc là tout à l'heure j'étais à F13 de mémoire, si je me mets par exemple à F8, tu vois que tout de suite, très facilement, j'ai une autre palette de triangles d'exposition. Donc c'est pour ça que pour moi, une cellule à main, c'est quelque chose de très pédagogique, parce que ça te permet de bien comprendre la relation qui existe entre la valeur ISO, le temps de pose, la profondeur de champ, d'une part, donc ce qu'on appelle le triangle d'exposition, et d'autre part, ça te permet de comprendre que la palette de triangles d'exposition potentiels dépend de la quantité de lumière dont tu disposes, évidemment, c'est-à-dire du nombre d'indices de lumination. Alors, pour rappel, j'aurais dû commencer par là, la lumination, c'est en fait la lumière que je perçois, d'où je suis là. Voilà. Si je peux voir, je sais pas, l'église de Cézanne, d'où je me situe, c'est bien parce que il y a la lumière du jour qui éclaire ce bâtiment, et une partie de la lumière du jour m'est renvoyée. Sinon, si la lumière ne m'était pas renvoyée, je ne verrais pas l'église, évidemment. Et donc, c'est ça que l'on appelle l'indice de lumination, c'est-à-dire c'est la réflectance. Hein, on parle de réflectance en photographie. Donc la réflectance, c'est donc la lumière qui est renvoyée. Alors la réflectance, bien sûr, elle va dépendre du type de matière, hein, et de la couleur du support. Typiquement, du velours noir, de par la couleur noire et de par la matière en elle-même, le velours a un très faible indice de réflectance. C'est-à-dire que même avec beaucoup de lumière, en fait, il en renvoie très peu. À l'inverse, la neige, qui est blanche, a un pouvoir de réflectance élevé. C'est-à-dire que la neige, quelles que soient les conditions de lumination, va renvoyer une très large part de la lumière qui l'éclaire. Hein. Mais comprendre ça, c'est essentiel, parce que comprendre la lumière, comprendre la réflectance, comprendre les indices de lumination, eh bien, c'est ça qui te permet d'avoir une analyse de la photo. L'intérêt d'une cellule, c'est que tu peux même, dans la vie de tous les jours, un petit peu pour t'entraîner,
te balader avec ta cellule, puis dès que tu as une scène, tu te dis tiens, ça serait sympa que, je sais pas, admettons que tu es à la pause déjeuner, hein, sur ton boulot, et puis à côté de chez toi, il y a, je sais pas, un site qui se, voilà, qui se prêterait à la photo. Eh bien, tu peux très bien te balader avec ta cellule à main, évaluer la lumière que tu disposes à tel moment de la journée, à telle saison bien sûr, parce qu'effectivement, s'il est 15 heures au mois de novembre, je vais disposer a priori, suivant les conditions météo, d'une certaine quantité de lumière. Si après je me rends sur ce même lieu au mois de juillet, à 15 heures, à la même heure, hein, eh ben, encore une fois, potentiellement, je vais disposer de plus de lumière certainement. Donc encore une fois, il y a une notion d'ensoleillement, etc. Mais donc, lors de cette fameuse exploration, tu peux très bien te balader avec ta cellule à main et évaluer la lumière. Et à partir de là, commencer, par rapport à ce que tu vois, à commencer à visualiser les photos que tu vas réaliser. Tu vois ? Et puis revenir quelques jours plus tard avec ton appareil photo, mais déjà, tu auras déjà préconçu la photo que tu vas réaliser, tu auras déjà préconçu les réglages, les bons réglages qui correspondent à ton intention photographique, et bien pour photographier cette scène telle que toi tu te la visualises. Alors moi, la cellule à main que j'utilise, c'est en fait la cellule Sixtino. Donc en fait, c'est une cellule à main qui était très célèbre à l'époque de l'argentique, déjà parce qu'elle est très compacte, hein. Tu vois, en plus elle était vendue avec un boîtier rigide, donc en fait ça équivaut en fin de compte à la paume de ma main. Donc tu vois, c'est quelque chose de très discret qui se transporte facilement. L'autre avantage de cette cellule, ce qui fait qu'elle est un petit peu increvable, c'est qu'en fait, elle n'est pas alimentée par une pile. En fait, il y a un élément photovoltaïque dans la cellule, et en fait, finalement, elle est alimentée tout simplement par la lumière qu'elle capte, hein. Donc pour te dire que c'est des cellules increvables. Alors c'est une cellule qui permet de mesurer la lumière réfléchie et la lumière incidente. Alors la lumière réfléchie, pour rappel, eh ben, c'est la lumière que va me renvoyer mon sujet, hein, c'est-à-dire mon sujet est éclairé par exemple la lumière du jour, et ce sujet me renvoie une partie de la lumière du jour qui l'éclaire. Donc là, on parle de lumière réfléchie. Et la lumière incidente, eh bien, c'est la lumière qui éclaire directement mon sujet. C'est-à-dire que là, admettons que je voudrais photographier mon appareil photo, eh bien, je me mettrais ici. Et là, eh bien, je quantifierais la lumière qui illumine directement mon sujet. Alors, quand je suis en lumière réfléchie, eh bien, je suis comme ça, tu vois, avec l'esprit un peu comme des billes là. Et quand je veux mesurer la lumière réfléchie, eh bien tout simplement, j'ai un petit élément, là, un petit levier là qui me permet de mettre en place un petit cache là sur la cellule. Et donc ça c'est pour mesurer la lumière incidente. Alors après, pour utiliser la cellule, en fait, c'est extrêmement simple. Donc là, pour la lumière réfléchie, eh bien, je dirige la cellule dans la direction de la scène que je veux photographier. J'ai une petite aiguille blanche et en fin de compte, en tournant le disque, eh bien, je vais mettre la flèche jaune sur la petite aiguille blanche. Et en ajustant comme ça, eh bien, en fin de compte, j'obtiens l'indice de luminescence et j'ai mon triangle d'exposition. Alors, au préalable, avant de faire mes mesures, en général, je règle ma valeur ISO. Alors là, j'ai des petits crans là, qui me permettent de faire tourner un deuxième disque. Et donc, ça me permet donc de faire varier la valeur ISO. Alors, tu as pu voir que c'est extrêmement simple en fait de mettre en œuvre une cellule à main, en fin de compte. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, tu peux voir des photographes qui l'utilisent, pas que les photographes qui travaillent encore en argentique, mais même les photographes qui travaillent en numérique, eh bien, ça peut toujours être utile. Alors bien sûr, quand tu utilises une ancienne cellule, il faut veiller malgré tout à ce que ta cellule soit toujours étalonnée. Parce que comme je t'avais déjà expliqué à propos de la cellule interne de ton appareil photo, les cellules sont faites pour évaluer de la lumière à partir d'un sujet
qui idéalement renverrait 18% de la lumière qui l'éclaire. C'est-à-dire que, encore une fois, une cellule, que ce soit la cellule intégrée ou une cellule à main, part du principe que, grosso modo, elle voit de la lumière qui correspond à la réflectance d'un gris 50%. Le gris 50% va renvoyer 18% de la lumière qui l'éclaire. C'est pour ça qu'on parle d'un gris 18%. La charte de gris 18%, c'est pas un gris 18%, c'est un gris 50% qui renvoie 18% de la lumière qui l'éclaire. Donc les cellules sont calibrées, que ce soit les cellules internes ou les cellules à main, sont calibrées pour en fin de compte travailler avec cet indice de réflectance, c'est-à-dire 18%. Donc là, typiquement, si je veux photographier, bon là, j'ai pas grand-chose à te faire voir sous la main. Donc là, bien sûr, j'ai plus de grappes de raisin à cette saison, quoi qu'il y en a encore un petit peu là sur les... Bah tiens, là ici, là j'ai une vieille grappe de raisin, là. Je crois pas que tu vas la voir. Enfin, admettons que je veuille la photographier. Si je veux faire une mesure, eh bien par exemple, je peux mettre ma charte de gris. Bon alors je l'oriente pour, voilà, quand même ce représentatif. Et je vais adapter ma mesure en visant ma charte de gris. Bon, ça c'est super utile, surtout bien sûr en macro. Parce que là évidemment, compte tenu, si tu photographies un paysage, je vais pas laisser mon appareil sur trépied ici, faire 4 km à pied, 3 km à pied là, en ligne droite, pour mesurer avec ma cellule au pied de l'église, la lumière disponible, tu vois, et puis revenir ici, tu vois, voilà. Là, c'est vraiment quand tu es relativement proche du sujet, hein, typiquement un portrait, un détail en macro. Bon, à savoir qu'une petite cellule Sixtino en bon état d'occasion, bon, grosso modo, allez, pour 60 €, t'en as une, quoi. Hein. Alors sinon, bien sûr, t'as toujours des cellules neuves qui se vendent, hein. Bon, pas des Sixtino, mais des modèles plus récents, bien sûr. Mais le principe est le même. Hein. Tu as différents types de cellules à main, mais tu as encore des cellules à main avec cette notion de cadran, là, qui est en fait très simple à mettre en œuvre, comme tu as pu le voir. Voilà. Bon, là, il faut compter, allez, 120 €. Hein. Je crois que, voilà. Bon, je te mettrai le lien, là... vers un site photo qui vend du matériel, hein, donc un site incontournable que tu connaîtras forcément, et tu verras, tu peux acheter une cellule à main. Alors c'est très pédagogique, c'est pour ça que j'ai voulu t'en parler, parce que ça te permet bien de faire le lien entre d'un côté le triangle d'exposition et ce qu'on appelle la valeur IL, l'indice de lumination, ou exposure value si tu préfères, EV. Ça te permet de bien faire le lien avec tout ça. Et ça te permet de tout de suite visualiser l'ensemble, la palette de triangles photographiques dont tu disposes potentiellement pour exprimer quelque chose. Après, il faut que tu trouves le bon triangle qui va te permettre d'exprimer ton intention, ta vision. L'emploi d'une cellule est aussi pédagogique parce que ça te permet de comprendre une chose. Lorsque tu travailles en mode vert avec ton appareil photo, bien sûr, aujourd'hui, les modes verts, c'est-à-dire les modes tout auto, sont très évolués, très perfectionnés. Ils arrivent à détecter le type de sujet que tu veux photographier. Et donc, ajuste un petit peu le triangle d'exposition qui est adapté à ton sujet. Ceci étant, ça te propose évidemment qu'un seul triangle d'exposition. Et c'est à partir de ça que tu travailles. Donc, tu vois, déjà, le triangle d'exposition que va te proposer l'appareil ne va peut-être pas correspondre à ton intention à toi. Secondo, le fait de travailler en mode vert, c'est-à-dire que tu te reposes entièrement sur ton boîtier, et j'allais dire, ça t'aide pas à visualiser, à construire mentalement la photo que tu veux obtenir. Pour moi, construire sa photo, au préalable, c'est très important. Parce que le premier appareil photo, pour moi, c'est notre tête, c'est notre cerveau, tu vois. La photo, elle se fait là. Et ça, c'est l'outil qui te permet de la matérialiser. Pour moi, être photographe, c'est ça. C'est toi qui dictes à ton outil ce que tu veux obtenir. C'est pas l'outil qui te dicte ce que... voilà. Hein, d'accord ? Donc c'est pour ça qu'il faut, pour moi, idéalement, s'éloigner du mode tout auto au plus vite, au plus tôt, pour explorer les autres modes de prise de vue.
Bon, le premier mode de prise de vue que les gens explorent, c'est le mode priorité ouverture. Bah parce que toi, dans un premier temps, ce qui est le plus facile à conceptualiser, c'est bien sûr la zone de netteté que tu souhaites obtenir. Et à partir de là, encore une fois, l'appareil photo va te proposer un temps de pause et éventuellement une valeur ISO si toi tu ne l'as pas fixé, si tu ne lui as pas imposé, adapté. Mais toi, petit à petit, ça t'aide par étapes eh bien, à développer un petit peu cette vision de la photo. Donc je voulais te mettre en garde là-dessus. Je trouve qu'une cellule photo, tu vois, ça te permet vraiment de visualiser le potentiel d'une scène. Et c'est en fait la démarche inverse, quand bien même tu es débutant, c'est la démarche inverse de se reposer sur le mode vert. Bah écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, n'hésite pas à faire part en commentaire si toi tu as déjà utilisé une cellule, eh ben fais-en part pour enrichir le débat auprès de la communauté, ça pourra toujours aider certaines personnes. Si tu ne connais pas, si tu ne connaissais pas l'usage d'une cellule, et puis que du coup ça t'a donné envie d'expérimenter ça, eh ben lorsque tu expérimenteras, n'hésite pas encore une fois à faire part de ton retour d'expérimentation. Là aussi, ça permettra d'enrichir le débat. Sinon, comme d'habitude, reste curieux, fais de belles photos, et donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!